Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. De retour dans les studios d'Urban FM 104.5, la station urbaine pour Urban Mosley. Safe Mosley est déjà avec nous et aujourd'hui on reçoit Monsieur Jean-Michel Djoué-Dabani. Monsieur Djoué-Dabani, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Urban FM. Merci. On est très content de vous recevoir. C'est la première fois que vous passez ici. C'est la première fois et permettez-moi de vous dire que j'ai été frappé par la qualité de vos installations. Merci beaucoup. Alors, je parle sous Vous allez donner envie à tout le monde de venir ici maintenant. Mais c'est le but, monsieur Djoué-Dabani, c'est le but. Donner envie aux gens de passer. Je parle donc sur votre contrôle. Vous êtes conseiller et chargé de mission du président fondateur du CLR. Et cela, oui. Il y a un gros background derrière vous aussi. Donc, je vous présente Gina. C'est un plaisir. Ingrid. Et Ingrid. C'est elle qui faisait le bouillon tout à l'heure. Très enchanté. On espère que vous avez apprécié la recette. Alors, Mosley, on est avec monsieur Jean-Michel Djoué-Dabani. Effectivement, nous sommes avec monsieur Jean-Michel Djoué-Dabani. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est le conseiller spécial chargé de mission du président fondateur du CLR. C'est quoi le CLR, Mosley? Le C des libéraux réformateurs, qui est le parti de Jean-Boniface Assélé. Le cercle des libéraux. Non, le centre. Le centre des libéraux réformateurs. Voilà. Okay. Moi, j'aurais seulement une question. D'accord. Voilà. Qui est le parti fondé par Jean-Boniface Assélé, que tout le monde connaît dans la place, qu'on appelle souvent tonton associé. Voilà. Il est également conseiller municipal au 3e arrondissement. Yes. Et ensuite, il est également conseiller technique du premier maire adjoint de Libreville, donc de la commune de Libreville, notamment, toujours tonton associé. Yes. Donc, entre-temps, on va discuter avec lui de ce qui se passe actuellement, comme je l'ai souligné en tout début, qu'il faut qu'on arrive au moins, parce que c'est un parti fort, c'est la deuxième force politique de la majorité présidentielle pour l'émergence sociale, à moins que je me trompe. Parce que quand on voit le nombre d'élus, mais également sa représentativité sur le plan national, on se rend bien compte que au niveau de cette coalition-là, c'est l'adjoint du PDG, entre griffes, bien sûr. Si. Donc, nous, la question qu'on va d'abord poser à notre invité, c'est de savoir quelles sont aujourd'hui les ambitions du CLR au moment où nous approchons des élections présidentielles. Bien, je vous remercie pour votre question, mais bon, votre question peut se résumer assez simplement, dans la mesure où un parti politique... il a pour objectif la conquête du pouvoir. Donc, pour ces élections, nous allons bien sûr essayer de faire mieux en 2011 et avoir le maximum d'élus. D'accord. Mais nous parlons, par exemple, de l'élection présidentielle qui est en train d'arriver. Vous êtes inscrit dans la logique d'une élection nationale également qui concerne, par exemple, on aura les législatives, c'est ce que vous soulignez. Mais on parle d'élection présidentielle. Est-ce que le CLR se manifeste dans ce sens-là? Est-ce que le CLR entend plus ou moins présenter quelqu'un qui pourrait valablement vendre son projet, si tant est qu'il a un projet de société? Bien, je vous remercie, mais je ne pourrai pas, bien évidemment, répondre à la place des instances du parti qui sont souveraines. D'accord. La question que vous posez de la candidature à la présidence de la République sera débattue lors du congrès qui aura lieu d'ici peu, en tout cas avant la présidentielle. Et à ce moment-là, le parti statuera sur le candidat qu'il choisira pour les présidentielles. Mais il est bon quand même de souligner que le Centre des libéraux réformateurs est un parti qui a signé la charte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence en avril 2010. Nous avons également ratifié le règlement intérieur en novembre la même année. Donc, nous soutenons la politique du chef de l'État qui a été élu avec son programme L'Avenir en confiance. Et donc, pour le moment, nous sommes dans la logique de rassemblement avec nos partenaires de la majorité pour créer les conditions qui nous permettront déjà au candidat, si d'aventure il se présente, parce qu'il n'a pas encore fait, à moins que cela m'ait échappé, mais il n'a pas encore fait acte de candidature. Et donc, nous sommes dans cette dynamique. Ouais. Donc, ce qui nous amène à comprendre qu'en réalité, vous attendez de voir du moins d'organiser le congrès pour vous positionner. Mais aujourd'hui, quel est réellement votre positionnement au sein de la majorité républicaine pour l'émergence sociale dont vous avez parlé tout à l'heure? Bien, je vous remercie de cette question parce que ça nous permet du moins de clarifier un peu un certain nombre de choses qui se disent ça et là. Nous sommes dans une majorité parce que nous soutenons un candidat, nous soutenons une personne.
Cette personne se trouve être le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Donc nous soutenons l'action du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Donc nous sommes dans un cadre où nous ne sommes pas des alliés du PDG comme on entend souvent, nous sommes des partenaires. Nous sommes des partenaires. Est-ce que le PDG vous considère réellement comme un partenaire? Oui, bon, vous savez, dans une maison, tous les enfants de la maison ne s'entendent pas forcément tous les jours. Bon, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas parents ou qu'ils ne peuvent pas faire des choses ensemble. Parce qu'il y a des gens qui sont contents par moment, d'autres qui sont moins contents, ainsi de suite. Donc cela nous prouve simplement que les gens sont impliqués et que nous allons ensemble parce que nous défendons un objectif commun, avant tout. D'accord. Mais on constate quand même que le CLR a beaucoup plus un rôle de faire valoir au PDG, parce que quand on voit, par exemple, lorsqu'il s'est agi de l'élection, du choix du maire de Libreville, ou récemment dans le canton Nier, où on a vu le candidat du CLR céder sa candidature, son acte de candidature à la faveur du candidat du Parti démocratique gabonais. Est-ce que ça ne démontre pas du fait que votre problème, c'est pas tant d'avoir une emprise sur le plan national, mais beaucoup plus servir, on va dire, les intérêts du Parti démocratique gabonais, bien que vous ne soyez pas alliés? Bien. D'abord, je tiens à rectifier que nous ne servons pas les intérêts du Parti démocratique gabonais, qui, je le répète encore, nous sommes partenaires. C'est-à-dire que le Parti démocratique gabonais a son candidat, a son chef de file. Mais qui vous faites toujours la part belle au Parti démocratique qui ne nous a jamais fait un retour d'ascenseur, entre guillemets. Bon, ça c'est selon certains. Chacun a sa façon de voir les choses. Toujours est-il que c'est vrai que nous espérons, par rapport aux résultats que nous faisons sur le terrain, une place beaucoup plus prépondérante dans les sphères du pouvoir. Ça c'est évident. Mais de là à dire que le PDG et le CLR ne s'entendent pas ou sont à couteau tiré, je ne le pense pas. Nous sommes dans une dynamique où chacun essaye de... Mais qui est beaucoup plus profitable au PDG. Ouais, mais c'est normal, vous pensez bien. Le PDG et le parti majoritaire, vous avez, merci de le rappeler, vous avez tout à l'heure évoqué la question de la mairie de Libreville et du choix du maire. Bon, il faut savoir que nous sommes dans une charte dans laquelle nous débattons de tout. Bon, à Libreville, le CLR est arrivé avec 42 conseillers pour Libreville. Le PDG, on a eu plus. Donc vous comprenez qu'il était logique, puisque nous avions pris comme critère le nombre d'élus pour le poste de maire. Donc c'était tout à fait logique que ce poste échoue au PDG. Maintenant, si vous regardez bien la constitution de la mairie, le CLR a 3 maires adjoints. Le premier maire adjoint est issu du CLR, le 4e et le 5e aussi. Donc le travail le plus important pour nous n'était pas tant la désignation du maire de Libreville, mais de la dynamique qui pourrait, le moment venu, si le candidat, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, venait à se présenter, au moins avoir une plateforme sur Libreville qui puisse soutenir son projet de société. C'est cela, hein. Mais tout à l'heure, vous avez rappelé que vous êtes beaucoup plus enclin à soutenir l'action du chef de l'État, qui est son Excellence Ali Bongo, comme vous l'avez dit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir en cela uniquement le fait que vous vouliez faire dans la solidarité familiale à travers une instance comme celle qui est du CLR? C'est la question que je voulais poser. Bien, cette question, vous me permettez encore une fois votre radio est très suivie. Moi-même, je suis votre émission tous les matins. En voiture, c'est l'émission que je suis, donc je vous connaissais un peu tous de nom, mais aujourd'hui je peux mettre des visages. C'est une très bonne question que vous posez parce que moi, je suis quelqu'un qui est pragmatique. Un parti familial, ça voudrait dire que les postes de responsabilité, les instances du parti sont tenus par des membres de la famille. In fine. Mais je vous ferai constater que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le CLR a 4 vice-présidents. Vous avez M. Nzengi Mindou, qui est de la Nyanga. Vous avez M. Marius Dongondo, qui est d'Oyem. Vous avez M. Alexandre Désiré Tapoyo, qui est de l'Estuaire. Et enfin, vous avez M. Eloane Zondo, qui est de Langouni. Donc,
vous voyez bien déjà Ça, que c'est ce qui concerne les vice-présidents. les vice-présidents. Bon, Il y a une diversité, mais ça c'est dans le cadre du parti. Mais quand on voit votre relation avec on va dire, dans le cadre de la majorité, d'aucuns pensent au quartier que votre soutien inconditionnel à la politique du chef d'État, c'est beaucoup plus parce qu'il serait un membre de la famille d'Abani aussi. Ouais. Bon, on ne va pas éluder le fait que la politique commence d'abord dans sa famille. Écoutez, si demain vous souhaitez briguer un mandat politique, je crois que vous allez d'abord commencer à faire en sorte que votre femme et vos enfants, vos oncles, vos cousins, etc., votent d'abord pour vous. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le président fondateur du CLR avait plus ou moins condamné la sortie du PDG de Léon-Paul Ngoulakia? Non, vous savez, il n'a pas condamné la sortie. Il s'est exprimé en tant que je ne vais pas refaire l'histoire. Je pense que vous aurez tout le loisir de l'inviter et lui-même pourra à ce moment-là répondre à la question. Mais moi, de ce que je sais, parce que j'étais avec lui dans le Haut-Togo lorsqu'il a fait cette déclaration a été mal interprétée. Peut-être a-t-elle été mal libellée par le président, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'elle a eu un impact vraiment assez négatif dans la mesure où les gens ont pensé que le président Assélé prenait parti. Il n'en est rien. Monsieur le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est issu de la sœur, même père, même mère de monsieur Assélé. Tout comme monsieur Léon-Paul Ngoulakia. Moi qui vous parle aujourd'hui, ces deux illustres personnages sont mes grands frères. Voyez-vous, donc aujourd'hui, dire qu'on va prendre la position d'un ou de l'autre, moi je trouve que c'est un raccourci. Et puis les gens qui disent ça, bon, ils ont peut-être d'autres intentions et d'autres desseins. Je crois que M. Assélé a intervenu en tant que patriote, en tant que patriarche, de la famille. Maintenant, ces déclarations, elles n'engagent que lui. Lui seul peut vous expliquer quelles sont les motivations qui l'ont conduit à faire cette déclaration. Et vous, comment vous avez perçu cela, étant donné que vous êtes dans le cadre de la majorité? Vous qui avez quand même une oreille attentive en ce qui concerne ces questions-là. Moi, je ne peux pas me prononcer parce que ce n'est pas une question politique. D'accord. Je crois que mon aîné, Léon-Paul Ngoulakia, que vous citez ici, sa démission a été faite pour des motifs et des raisons personnelles. Et je crois qu'il y a une semaine ou un peu moins de cela, il s'est exprimé à la Chambre de commerce où il a expliqué en long et large quelles étaient ses motivations. C'est son choix et nous devons de respecter le choix des uns et des autres. Maintenant, apprendre à dire que les uns et les autres vont prendre des partis pris, ça c'est une autre histoire. Moi, je constate simplement comme vous que le grand frère a démissionné du PDG pour des raisons personnelles. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on va faire dans la prospective un tout petit peu? On a par exemple les élections législatives qui vont arriver. On sait que le propre du PDG, qui n'est peut-être pas votre allié, mais qui est votre partenaire dans le cadre de la majorité, est-ce qu'il est possible qu'on puisse avoir des concessions en ce qui concerne le PDG qui pourrait vous céder certaines circonscriptions en ce qui concerne par exemple à Kieni, où à l'époque, ils vous ont toujours, on va dire, le parti vous a toujours donné le point. Le pion, pardon. Est-ce qu'il est possible de voir qu'au moment des législatives, vous puissiez arriver à des concessions pour que vous puissiez avoir, vous aussi, des députés à l'Assemblée nationale afin de plus ou moins vendre un tout petit peu votre vision du Gabon? Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est indéniable que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, souhaite que les élections soient le plus transparentes que possible. La preuve de ce que je vous dis est concrète concernant le CLR. Aujourd'hui, le CLR a un groupe parlementaire au Sénat. Bon, c'est pas rien. C'est pas rien. Aujourd'hui, par exemple, la circonscription dans laquelle je suis élu, donc le 3e arrondissement, a fait le plein. Vous avez même battu le PDG. Voilà, bon. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie non plus. mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est là. Et nous allons aller aux élections sereinement, dans les endroits où nous allons investir des candidats, où nous pensons que nous avons des possibilités de gagner. C'est vrai qu'ensuite, dans le cadre de la majorité, il peut s'avérer qu'il y ait des arbitrages qui soient faits et des concessions de part et d'autre. C'est normal. Ça,
C'est la logique des choses. Bon, est-ce que ça va se faire comme vous le dites, je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous avons un cadre où nous nous retrouvons pour discuter de toutes ces questions. Et si vous nous parliez un petit peu de l'affaire Abel Mbombé, qui, après s'être déclaré candidat à l'élection, a été présidentielle de cette évincé année. du CLR. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du CLR même, il y a des gens qui veulent... Au moins vendre le programme de société du CLR, mais qu'en interne, on refuserait par rapport au lien qu'on a avec X ou Y. Non, bon, vous savez, nous sommes une association reconnue par le ministère de l'Intérieur. Donc, nous avons des statuts et des règlements. Voyez-vous, pour venir sur votre plateau, il y a toute une procédure au niveau du parti qui est faite. On ne se lève pas un matin dans une association qui est collective et puis on vient parler. Et quand on parle, en général, on embarque tout le monde. Donc, au CLR, nous sommes un parti très franchement démocrate. Voyez-vous, nous avons une instance au parti qu'on appelle le directoire. Toutes les décisions du parti, je dis bien toutes les décisions du parti, sont posées dans ce directoire. C'est voté. Et ensuite, la résolution est appliquée de tous. Nous ne sommes pas un parti qui a l'ambition d'opportunisme ou de quoi que ce soit dans ce sens. Nous revendiquons des valeurs. Vous voyez, le parti s'appelle le Centre des libéraux réformateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Libéraux, ça veut dire quoi? Réformateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que libéraux, nous prétendons et nous souhaitons défendre la liberté d'autrui, la liberté de faire les choses, etc. Et réformateurs, nous souhaitons un changement en douceur. Là, je vous fais un peu succinctement pour ne pas aller dans un gros développement. Excusez-moi, M. Joe Dabani, vous pensez qu'il n'était pas dans cet état d'esprit-là? Moi, je pense que le parti donne la liberté à tout un chacun de pouvoir se positionner. Il aurait, dans les statuts du parti, ça se passe comment? Il demande à ce qu'il soit candidat. Cette question doit être étudiée au niveau du parti. Peut-être qu'il aurait fait un bon candidat, j'en sais rien. Je ne dis pas que sa démarche est mauvaise, c'est pas ce que je dis, mais je dis que sa démarche n'entrait pas dans le cadre statutaire du parti. Voilà pourquoi il a été exclu. C'est pas parce qu'il a dit qu'il était candidat, c'est parce qu'il a pris une démarche qui engage tout le parti sans que les instances du parti n'aient donné leur approbation. Je pense que c'est quand même logique, hein, sinon on ne ferait pas des statuts et des règlements intérieurs dans les associations. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu. Donc nous, évidemment, on va continuer avec cet entretien. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on constate... Mais vous n'avez pas peur qu'on voit le parti comme un parti dictatorial où en définitive vous imposez en fait votre loi parce qu'il peut se sentir frustré d'avoir été évincé, tout simplement. C'était pas trop dur. Vous auriez pu le ramener à l'ordre en fait au lieu de l'évincer. Est-ce que c'est surtout ce que prévoient les statuts, c'est-à-dire que tu fais ça, tu es viré? Ah oui. Ça, je les ai amenés avec moi. Oui. Je peux vous lire les articles. Et l'article 112 et l'article 70. Mais est-ce que ce n'est pas trop dur, monsieur Joe Dabani? Bon, vous savez... Et à l'approche des élections présidentielles, ça vous fait surtout beaucoup de mauvaise publicité, en fait. Parce que vous êtes un grand parti qui a beaucoup de force. La preuve, vous battez souvent le PDG. et vous travaillez très bien parce qu'on voit bien les actions que vous avez. Donc, est-ce qu'avec tous les bons résultats que vous avez, vous n'avez pas pensé que ça vous aurait fait, en fait, de la mauvaise publicité? Bon, est-ce vraiment nécessaire? Vous savez, quand on fait les choses en général, et on les fait dans le cadre d'un parti pour le plus grand nombre. Donc, c'est pas qu'on ne regarde pas ces impacts-là, mais si on devait, à chaque action, regarder les impacts, alors là, madame, croyez-moi, on ne ferait rien du tout. On ne ferait rien. Très bien. Alors, la question aujourd'hui que nous, on va vous poser, vous êtes allié on va dire, du chef de l'État ou partenaire avec le Parti démocratique. Comment jugez-vous les 6 années ou les 7 ans de magistère du chef de l'État après l'élection anticipée de 2009? Bien, bon, moi je pourrais succinctement parler de 3 axes, si vous me permettez. Déjà de constater que pour une fois, dans ce pays, dans notre si beau pays, on pourra indexer le chef de l'État. Parce que le chef de l'État est allé aux élections avec un programme.
il a décliné les grands axes de ce programme et tout un chacun, tout un Gabonais peut regarder l'évolution de ces axes. Ça, c'est le premier point. Donc, je crois que cela veut dire, en tout cas à mon sens, que le chef de l'État a mis son mandat sous la transparence et devant le peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ça, il faut le reconnaître, même si ce n'est pas le rôle de certains de nos compatriotes et camarades, qu'ils soient de l'autre bord politique, mais toujours est-il qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé, qui ont changé. Moi, je vous prendrai, par exemple, un exemple sur le plan politique. Pensiez-vous que hier, dans le système politique qui était, que je ne critique pas, je fais un constat, pensez-vous que le camarade vice-président de chez nous, Eloane Zondo, aurait pu être conseiller politique du président de la République, sans passer par... Vous êtes dans la majorité, ça ne surprend pas. Ah, mais hier, ça ne se passait pas comme ça. On est là pour parler vrai, parce que moi, je suis votre émission depuis un certain temps. Je crois que vous débattez de sujets, des fois, qui sont difficiles, et vous avez le courage d'aller au fond des choses, notamment très célèbre Gina, qui titille les choses. Non, très sincèrement, aujourd'hui, on ne peut pas occulter le fait que hier, il fallait faire allégeance à certains roitelets de la province pour pouvoir avoir des postes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Par exemple, les jeunes aujourd'hui évoluent. On voit dernièrement, on a vu... moi, j'étais surpris de voir quand même un très jeune directeur qui est compétent en plus. Hein. Ça, c'est sur le plan des promotions. Sur le plan Mais sur le plan même de la réforme de la vie politique nationale. On dit quand même qu'il a échoué. Par exemple, l'opposition demande un scrutin en 2 tours. L'opposition demande également qu'il y ait plus ou moins une transparence au niveau de la confection de la liste électorale, mais derrière, on ne voit rien arriver. Non, venons-en, parce que je souhaiterais même que vous consacriez une émission, si vous me le permettez, c'est un souhait, sur ce débat. Voyez-vous, on dit que l'élection à un tour n'est pas légitime. L'élection à 2 tours serait légitime. Mais moi, je vous pose la question. Alors, on sait que des bureaux de vote, c'est 500 personnes. On va pas aller loin. Un bureau de 500 personnes, et vous avez quelqu'un qui est élu au 2e tour avec 40 personnes, à 2 tours. C'est-à-dire que le premier tour, ils ont eu 8 et 12, et le 2e tour, il a fait le plein, il a eu 40 sur 500. Est-il légitime par rapport à quelqu'un qui, au premier tour, par exemple, aurait eu 400 personnes? Mais ça dépend. Non, laissez-moi arriver au fond de mon débat. Allez-y. En fait, le problème se pose où? Le problème ne se pose pas à mon avis, c'est mon point de vue, ne se pose pas sur la problématique des nombres de tours. D'ailleurs, en Angleterre, ils sont dans une élection à un tour. Avec la particularité, eux, qu'ils ont fait quoi? Ils ont dit, si le taux de participation n'est pas de tant de pourcentage, l'élection n'est pas valide. Exactement. Et elle est à refaire. Voilà donc, c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir aussi. Donc on se comprend. Donc aujourd'hui, il faut demander, je pense, aux législateurs de se pencher sur la question de la crédibilité, le taux de participation qui devrait être efficient pour que l'élection soit représentative. C'est pas à 2 tours. Et en plus, c'est bien de vouloir une élection à 2 tours. Bon. Déjà hier, on avait des difficultés financières dans le pays. C'est un secret pour personne. C'est pas fini. On en est toujours là. Mais là, le pétrole qui dégringole et notre économie à 70%, à 60% est sur le pétrole. Vous trouvez logique que pendant qu'il manque des routes, pendant qu'il manque des maisons, pendant qu'il manque des médicaments dans les hôpitaux, il faut faire 2 tours d'élection. Mais je crois qu'il faudrait peut-être que vous demandiez... C'est une seule fois. Une seule fois. Après, on a 7 ans pour... On refait les bulletins. Moi, je suis un élu. Ça un coût, mais c'est un coût qui est prévu lorsqu'il y a une année électorale. C'est prévu dans la loi des finances au moins. Bon, moi, je suis de ceux, permettez-moi d'être de ceux qui pensent que le chef de l'État, Omar Bongo, avant de partir, Dieu et son âme, ait eu la justesse de passer à un tour. Parce que finalement, on met beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Moi, je vous parle simplement... C'est un mal nécessaire, vous ne pensez pas? Moi, je trouve que quand même les sommes, je ne suis peut-être pas habilité pour parler sur ce plateau des sommes qui se font dans ce genre de choses, mais je crois que
plus d'un serait scandalisé. Mais vous constatez également qu'avec le fait qu'on ait eu une élection à un tour, le problème de popularité dont le chef d'État souffre aujourd'hui, notamment, je ne parle pas de légalité, mais de légitimité dont il souffre aujourd'hui, c'est peut-être l'origine du problème. Non, moi je ne pense pas comme ça. Je ne pense pas comme ça dans la mesure où lorsque le chef de l'État a été élu, il y a eu un effet, il était plébiscité par tout le monde. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, pendant son mandat, les gens ont eu une désaffection, je ne sais pas comment on peut l'appeler, envers sa personne ou envers sa politique. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est vous qui êtes chargé de vendre son image, certainement, on va dire, dans le cadre de la majorité. Que faites-vous pour redonner cette image sur le plan politique? Politique, évidemment. Bon, sur le plan politique, vous savez, chacun fait son bonhomme de chemin, mais nous, au CLR, nous avons l'impulsion qui a été donnée par le président du parti, le général Jean-Boniface Asselé-Dabani. Nous œuvrons, nous n'avons pas besoin d'amener les caméras, mais nous œuvrons sur le plan social, nous essayons de soulager tant faire se peut nos compatriotes, et nous le faisons tous les jours au quotidien. Bien, on a parlé évidemment de promotion, au moins en ce qui concerne l'accession à certains postes et tout ça. Sur le plan social, comment vous jugez l'action du chef de l'État? Je crois que c'est le pan où il a fait beaucoup de choses par rapport aux autres pans. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est l'ignorance de certaines choses qui amène les gens à penser qu'il n'y a rien qui se fait. J'ai encore rencontré, il n'y a pas si longtemps, dans ma circonscription, des gens qui disaient que la CNAMGS, là, c'est du pipeau. Ils disaient c'est du pipeau, ça ne marche pas. Il y en a qui sont encore... Vous avez le FNAS qui finance des personnes qui sont économiquement faibles. Mais je ne sais pas si c'est le gouvernement qui ne communique pas assez sur tous ces organes qui sont mis en place pour aller dans le vif de la politique sociale du chef de l'État. Mais en tout cas, sur le plan social, si vous parlez peut-être, je ne sais pas si votre social, c'est les actions qui sont menées par le chef de l'État ou bien les crises. Non, le social ici renvoie aux actions, parce qu'on ne va pas parler de crise. Les crises, c'est une situation, on parle des choses, des mécanismes qu'il y a eu à mettre en place pour soulager un temps, sauver le quotidien des Gabonais. Vous parlez de la CNAMGS. La CNAMGS aujourd'hui, vous pensez que quelqu'un qui allait à l'hôpital, qui s'est fait interner et qui, au moment d'aller, par exemple, solliciter une structure qui est affiliée à la CNAMGS, on lui fait savoir que tel ou tel médicament n'est pas accessible par rapport au coût. Quelle idée il peut avoir de la CNAMGS? Très mauvaise. Mais voyez-vous, c'est pour ça qu'il y a un ministère entier qui a été consacré et les gens n'ont pas trop compris l'importance de ce ministère, d'ailleurs qui est tenu par une camarade célériste, Patricia Zodi, Netaye. L'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est quoi? L'égalité des chances, c'est que ce ministère va regarder dans l'ensemble des structures et des autres ministères si le citoyen lambda accède réellement aux souhaits des pouvoirs publics. Par exemple, dans le cas de la CNAMGS, moi, dans mon entendement et d'après ce que j'ai compris, je ne sais pas si les choses ont évolué, mais la CNAMGS, c'est la couverture totale. Ouais, ce n'est pas une couverture partielle. Nous, on entend des gens, quand on côtoie dans les quartiers, les chefs de quartier, les gens dans les quartiers qui nous disent que non, il y a tel médicament, on ne me l'a pas servi parce qu'on dit qu'il n'est pas couvert, ou on me dit, sur 3 médicaments, on m'en donne un, on ne me donne pas les 2 autres. Bon, ce sont des choses normalement qui devraient être remontées auprès de ce ministère pour que celui-ci informe déjà les autres ministères. Est-ce que ce n'est pas aussi du devoir de ce ministère d'envoyer des gens sur le terrain pour les inspections? Effectivement, mais c'est un ministère, comme vous pouvez le constater, c'est lors du dernier conseil de ministres qu'il a eu une organisation. Avant, c'était juste le ministre. Aujourd'hui, avec les nominations qui se sont faites, les projets de loi et les textes qui ont été pris en conseil de ministres, demain, le ministère aura un secrétaire général, aura une inspection, aura des directions. Donc pour le moment, c'est vaille que vaille. Non, en ce moment, c'est pas vaille que vaille. En ce moment, pour ne pas perdre du temps, je crois qu'ils sont dans une dynamique de recensement. Donc, ils écoutent beaucoup, ils reçoivent beaucoup, ils recensent un peu tous les problèmes pour le moment venu apporter des solutions idoines. Étant un collaborateur du parti au pouvoir, en tant que CLR bien sûr, vous les avez soutenus pour qu'ils soient au pouvoir aujourd'hui.
Vous avez parlé tout à l'heure du problème de communication autour des différentes actions que le président a posées. Est-ce que vous ne pensez pas que vous aussi, au CLR, donc les différents membres, vous avez aussi ce devoir-là, en fait, de vendre les différentes actions, puisque au final, vous les avez défendues en 2009. C'est aussi grâce à vous qu'on en est là. Donc, Oui, bien évidemment, mais vous savez, nous, on est disponible. Hein. On est là. Quand vous attendez une autorisation, peut-être? Non, on n'attend pas une autorisation, mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais elles doivent être faites de manière concertée, de manière pour un résultat efficace. Et l'initiative personnelle du parti? Non, des initiatives personnelles du parti, c'est tous les jours. Ça, je pourrais vous prendre un jour, vous envoyer dans les arrondissements de Libreville ou même à l'intérieur du pays, et vous verrez qu'il y a des activités qui sont soutenues. Parce qu'au CLR, nous prenons notre pouvoir de la base, comme vous entendez souvent CLR. Comme la CONACICED, peut-être? Non, pas comme Arrête ça. Non, pas comme la CONACICED. Non, mais le pouvoir à la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes organisés. À la base, il y a des unités. Ces unités-là, elles travaillent tous les jours sur le terrain. Elles ont pour objectif ce travail. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez qu'on commence à engager des résultats. C'est parce que nous sommes connus des gens et les gens apprécient ce que nous faisons, même s'il reste beaucoup à faire, mais nous pensons que nous sommes sur le bon chemin. Donc, nous sommes évidemment ouverts à toute action qui pourrait concourir à mettre en visibilité les actions de notre candidat 2009, l'actuel président de la République, chef d'État. Merci. Monsieur Joe Dabani, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est tout le meilleur qu'on vous souhaite d'ailleurs. Merci d'être passé sur les studios d'Urban FM, le studio bleu. Mais le propriétaire de la musique là, il n'est pas là. Question. Comment on fait pour adhérer au CLR? Au centre des libéraux réformateurs quand même. Pour adhérer, c'est simple. Il suffit d'être gabonais ou étranger majeur vivant sur le territoire gabonais et jouissant de ses droits civiques. Ça veut dire que si votre casier judiciaire est chargé, pas bon. Mais je vous demandais où est le monsieur Didier là, le Dafresh, le gars qui parle beaucoup là. Non, il est quelque part. Il est où? Il arrive, il est quelque part. Mais ce monsieur là. Est-ce que c'est quand même j'avais dit que c'était fini. C'est fini, Mosley. J'avais dit que c'était la Ouais, Mosley, c'est mais fini. une dernière question. Il ne peut Est-ce plus que c'est avoir facile de de question travailler? après la dernière question. Oui, Alors, est-ce que c'est puis la facile de dernière question. travailler au quotidien avec son oncle? Avec tonton associé. Voilà, ou tonton associé. Ah, ça, vraiment, vous posez une question. C'est enrichissant et difficile. C'est difficile parce que c'est un monsieur, c'est même pas le caractère de oncle et neveu, c'est un monsieur exigeant, c'est un militaire. Donc les militaires, vous savez que c'est la discipline et tout ça. Et ensuite, il est très exigeant et perfectionniste. Yes. Et c'est un monsieur, l'échec, vraiment, c'est quelque chose qui lui parle pas, quoi. Donc, en plus, moi, j'ai la mauvaise part de la chose, quelque part, parce que, étant son neveu, moi, il me rate pas. Ou il va vous concéder que vous n'avez pas bien fait, mais moi, il va pas me louper. Ça me fait penser à un oncle à moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Big up à l'oncle en question. Big up à l'oncle en question qui est quelque part. Merci beaucoup, monsieur Joe Dabani. Je vous remercie. Ok. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On était dans la rubrique Urban Mosley avec monsieur Jean-Michel Joe Dabani. Restez scotchés sur les programmes d'Urban FM 104.5. Dans quelques minutes, on sera dans la rubrique sport avec Elvis et le Sensei. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM.
C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.